Alors, oui, est-ce que ça marche? Oui, Haussmann, dans ses mémoires, raconte, alors, avant d'être interrompu par le téléphone, il raconte, alors il a la part belle, j'avais fait une première conférence un après-midi autour de Pierre et Victor Baltard, tu te souviens? C'était pas en 2006. Bon, c'est pas grave. Je te renvoie une petite piquette parce qu'avec Oncle Raymond, je sais pas, avec affection. Alors, dans ses mémoires évoquant l'affaire des Halles, Haussmann se réserve un rôle de premier plan. Le passage des mémoires du baron Haussmann, incroyable. Alors, je vous lis, c'est pas très long. Haussmann parle de Baltard. Il était un ancien élève du collège Henri IV comme moi, rhétoricien quand j'étais encore dans les classes inférieures. Il faisait partie du groupe d'élèves protestants que l'on menait au service du temple Sainte-Marie rue Saint-Antoine. Indépendamment de ce respect mêlé de crainte que les petits ont pour les grands qu'ils approchent, j'avais donc un sujet d'éprouver quelques sympathies pour lui comme co-religionnaire. Haussmann raconte comment il a manœuvré pour changer la défaite de Baltard en triomphe après avoir reçu d'un Napoléon III qui avait dit « Il me faut des parapluies, de vastes parapluies ». Bon, la suite mérite d'être citée. Je reprends la parole, moi Dominique, Haussmann, qui dit « J'emportais le bout de papier dépositaire de la pensée auguste ». Cette phrase, c'est extraordinaire, c'est Haussmann qui va voir Napoléon III, il me faut quasiment De Gaulle, il me faut des parapluies, Après avoir tracé d'abord sur un plan de Paris la très large voie dont je croyais indispensable de ménager le passage au milieu des Halles pour desservir la circulation très active établie entre la pointe Saint-Eustache et la place du Châtelet, j'ai déterminé le périmètre de 2 groupes de pavillons que l'on voit aujourd'hui. Puis, rajoute Haussmann, je fis un croquis absolument conforme à l'esquisse impériale de l'élévation de ces groupes de pavillons plutôt de ces parapluies. Après quoi, je fis appeler Baltard et lui dis, 2 points, ouvrez les guillemets. Baltard, il s'agit de prendre votre revanche. Faites-moi au plus vite un avant-projet suivant les indications de l'empereur. Du fer, rien que du fer. Et Haussmann de juger sévèrement notre ancêtre. J'eus beaucoup de peine à l'y déterminer. C'était un esprit entier et un classique endurci. Le fer, c'était bon pour des ingénieurs, mais qu'est-ce qu'un architecte, un artiste avait à faire du fer, de ce métal industriel, comme on lui, Baltard, Grand Prix de Rome, qui tenait à l'honneur de n'être jamais permis d'introduire dans ses projets le moindre détail dont il ne put justifier l'adoption par des exemples autorisés, se compromettre avec le fer que ni Brunelleschi, ni Michel-Ange, ni aucun des maîtres n'avait employé. Vous jugez l'homme, ironise Haussmann. Je lui fis remarquer en riant qu'aucun de ces illustres architectes n'avait eu de halle centrale à faire, et finit par le décider à se mettre en œuvre, en lui déclarant que c'était le seul moyen de sauver sa position, fort compromise par la condamnation de ses premiers plans. Et Haussmann de rajouter, mais que de peine pour lui faire observer mon programme, c'est-à-dire celui de l'empereur. Baltard s'attelle à son projet que l'on connaît, Haussmann revoit l'empereur, à qui il montre tous les projets des autres architectes, l'empereur les rejette, Haussmann nous dit « Je dis à Sa Majesté que j'avais fait dresser un tout dernier projet que j'hésitais à placer sous ses yeux après les jugements sévères qu'il venait de rendre. C'était le projet de Baltard. Voyons, répondit l'empereur, et dès qu'il l'eut vu, mais c'est cela, c'est tout à fait cela. Et c'était gagné. Mais si vous voulez, c'est vrai que dans ses mémoires, Haussmann, il y a eu un peu une rivalité, c'est très bien raconté dans le petit bouquin de Découverte Gallimard, là. Il y a un peu, de la même manière qu'il y a une rivalité entre Baltard et Viollet-le-Duc, il y a eu une rivalité entre Baltard et Haussmann. En gros, Haussmann, je vais dire que l'élève a un peu, pas dépassé, mais au moins égalisé le maître. Haussmann a amené Baltard, Baltard est devenu hyper connu, hyper reconnu, c'est un peu agacé Haussmann, mais quand même, Haussmann lui a demandé de rénover son château en Gironde, et quand même, il s'appréciait quand même, mais à la fin, Haussmann était un peu agacé par Baltard, et on sent bien cet agacement dans les mémoires. Bon, donc on est en 1854, le chantier reprend, et concerne les 6 pavillons
du corps de l'Est. L'enveloppe extérieure des bâtiments se compose d'une structure métallique reposant sur une assise en grès rouge des Vosges et un soubassement de briques. À l'intérieur, des colonnes en fonte supportent des fermes en fer et une couverture en zinc pesée sur une double épaisseur de planche. Fonte, fer, zinc, c'est vraiment le siècle du métal, le 19e siècle. La masse des matériaux est considérable. Les travaux s'exécutent avec une rapidité remarquable. Les premiers pavillons sont inaugurés en 1857 et l'ensemble du corps, les 6 pavillons, sont terminés un an plus tard. La municipalité décide de porter le nombre de 10 à 12 en ajoutant 2 nouveaux qui seront construits de manière un peu plus lente entre 1858 et 1874 et l'ensemble couvrant une superficie de 4 hectares. Cette construction des Halles est un immense succès, une œuvre d'architecte. Baltard a apporté de la lumière, la structure métallique, l'association du métal à la brique. Les Halles vont diffuser l'exemple des Halles. Une chère dame m'a montré tout à l'heure, je ne sais plus où est cette dame, une carte postale. Voilà, où vous me montriez très aimablement une carte postale que vous aviez retrouvée des Halles dans un... Dites-nous... C'est à Jean-Jacques en Charente. Voilà, et c'est extraordinaire parce que je ne connaissais pas, c'est pas fait par Baltard, mais quand on voit cette carte que vous m'avez amenée gentiment, le marché, le clocher de l'église Saint-Germain-Saint-Protais, Jean-Jacques, la Halle, quand on voit ça, mais carrément, voilà, je vous la rends, je ne vous la pique pas. Alors, les Halles s'insèrent parfaitement dans un tissu urbain déjà constitué. Et alors, Baltard se raconte. Il va raconter l'histoire de sa construction des Halles avec un document. Et j'ai vu que la bibliothèque du Chenet avait amené ce livre que j'ai amené aussi, emprunté, qui est un document extraordinaire qu'on retrouve et qui est la monographie, voilà, qui est là, qui commence comme ça, monographie des Halles centrales de Paris, où il raconte toute l'histoire. C'est dans ce bouquin-là de Patrice de Montcamp. C'est aussi dans ce bouquin-là, qui est une réédition Baltard des Halles de Paris, on le retrouve là. Et puis dans ce bouquin extraordinaire de Bertrand Lemoine, il y a aussi la monographie des Halles centrales. Parce que Baltard, si vous voulez, vous savez, on dit toujours dans les boîtes, non seulement il faut savoir faire, mais faire savoir. Donc ça, c'est vrai que une des forces de Baltard, c'était non seulement d'être un architecte génial, mais aussi de se raconter dans cette monographie, sinon on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Cette monographie a servi, elle a été éditée, Halles centrales construite sous le règne de Napoléon III, et sous l'administration de M. le baron Haussmann. Allez, une petite fleur pour Haussmann, sénateur, préfet du département. Cette monographie, je l'ai dit, contribue à son succès en diffusant largement ses idées, avec à l'intérieur 35 planches de la main de Baltard. Patrice de Montcamp, je viens d'en parler, Patrice de Montcamp, en 1994, a reproduit cette monographie dans un ouvrage passionnant, remarquable, que j'ai amené, et qui s'intitule Baltard, les Halles de Paris. Texte de Victor Baltard et de Maxime Ducamp, on y reviendra, édition de l'Observatoire. Bon, alors, ces Halles, je regarde l'heure, parce que je suis dans les temps, c'est bon. Encore un quart d'heure, j'ai plein de choses à dire. Baltard va tirer avantage de son succès, va poursuivre un parcours professionnel prestigieux. 1860, Haussmann le nomme directeur des services d'architecture de Paris, poste où il va seconder le préfet de Paris dans la mise en œuvre du Paris moderne. Paris moderne, il avait été nommé un petit peu avant architecte de l'Hôtel de Ville de Paris. Il a dirigé les chantiers d'aménagement de l'édifice, construit par l'architecte italien Le Boccador à la Renaissance, agrandi sous la monarchie de Juillet. Il va concevoir des bâtiments annexes à l'Hôtel de Ville. Je suis allé les voir. En face de l'Hôtel de Ville, vous avez l'avenue Victoria et vous avez les bâtiments de l'AP, de l'Assistance publique de Paris, qui ont été faits par Baltard, et un autre qui est destiné aux archives de la ville, rue de la Coutellerie. Tous ces chantiers
voilà, il va reconstruire aussi le campanile de l'hôtel de ville, qui menace de s'écrouler, avec son neveu Louis Schroeder. Louis Schroeder est le gendre de Carmine Baltard, dont nous avons déjà parlé. Voilà, il va aussi réaménager la cour d'honneur située dans la partie Renaissance. Bon, un aspect très intéressant aussi, c'est Baltard a été nommé, il est quand même un des personnages importants du Second Empire. Il est nommé architecte des fêtes de la ville de Paris. Cette pratique des fêtes est une pratique traditionnelle héritée de l'Ancien Régime. Vous me permettez de rappeler que son père, Louis-Pierre Baltard, avait dessiné lors du second mariage de Napoléon en 1810. Et bien Baltard est sollicité pour mettre en scène. Donc on décore les bâtiments, il y a des jets d'eau, il y a de la lumière, il y a des feuillages, on remet en perspective, notamment lors de la venue de la reine Victoria à l'exposition universelle en 1855, le baptême du prince impérial, ce pauvre prince impérial, le fils unique de Napoléon III qui sera tué en Afrique par les Zoulous, le retour des armées de Crimée, la réception de l'empereur de Russie et du roi de Prusse à Paris pour la deuxième exposition universelle, on est en 1867. Vous savez, on a beaucoup critiqué le Second Empire, mais le Second Empire, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le Second Empire. Napoléon III est un des derniers souverains qui est enterré en Angleterre, qui n'est pas enterré sur notre sol. Il y avait eu une pétition à un moment donné par je crois, Philippe Seguin et d'autres qui voulaient faire revenir le corps de Napoléon III. Je ne dis pas que tout est bien chez Napoléon III, mais quand même, il mérite à être redécouvert. Il y avait quand même une France qui fonctionnait, il y a un Paris qui s'est construit, il y a un Paris qui s'est aéré, il y a eu les halles, il y a eu l'opéra, il y a eu plein de choses. Bon, alors il y avait... Et sa financière